la Chine a su très bien tirer parti des Occidentaux. Elle avait parfaitement compris comment fonctionnaient les Occidentaux, si vous voulez. Et elle a su envoyer des ingénieurs, elle a su récupérer des sociétés. Les ingénieurs chinois ont profité des appels d'offres pour récupérer un maximum d'informations qui leur a permis de faire leur TGV. L'affaire Alstom, elle a fait réfléchir beaucoup de monde et que maintenant les gens sont beaucoup plus prudents. Bonjour Alain Juillet. Bonjour, bonjour Ing. Et bienvenue à l'émission Esprit français. Ravi de participer à cette émission. Et est-ce que tout d'abord, vous pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle Alain Juillet, je suis actuellement conseil d'un certain nombre de grandes entreprises et je suis professeur dans des écoles et des universités. Et avant, j'ai été président de l'Académie de l'intelligence économique et haut responsable de l'intelligence économique auprès du Premier ministre. Et aujourd'hui, notre sujet est la menace de la Chine. Et tout d'abord, beaucoup de pays occidentaux croient que la Chine finira par évoluer vers une démocratie. Et quel est votre avis? Je ne pense pas, parce que il faut s'entendre. La démocratie telle que nous la définissons en Europe ou aux États-Unis, c'est une démocratie libérale et avec un capitalisme qui est international, qui n'a pas de barrières, de frontières. La Chine, par sa culture et par son mode de fonctionnement, me paraît plutôt évoluer vers un capitalisme autoritaire et un capitalisme national. Donc, national et autoritaire, ce n'est pas le libéralisme. Donc, il peut y avoir une ouverture, bien entendu, par rapport à la situation actuelle, mais on ne sera pas dans les mêmes logiques. Voilà. Et en 2013, la Chine a introduit officiellement le projet, le plan, la nouvelle route de la soie. Oui. En fait, c'est un projet qui consiste à investir des milliards de dollars dans des infrastructures comme des ponts, des routes, des chemins de fer. Et quel est le bilan en Europe? Alors, je crois que l'initiative de la route de la soie, le projet de la route de la soie intéresse tout le monde parce que d'abord, c'est un projet gigantesque et que ça va changer complètement les relations qu'il peut y avoir entre, par exemple, l'Europe, ou l'Afrique d'ailleurs, mais parlons de l'Europe, entre l'Europe et la Chine. Parce qu'à partir du moment où il y aura des voies ferroviaires, comme par exemple celle du Nord, la route de la soie du Nord qui va aller vers la Russie, des voies routières comme celle qui va arriver en Allemagne et qui passera par toute l'Asie centrale et une partie de l'Europe, avec les voies maritimes comme celle qui va passer par le canal de Suez et qui va aller sur Gênes et de l'autre côté sur la mer Adriatique. Donc, on voit que toutes ces routes vont amener des développements d'autant plus forts qu'à l'arrivée de chacune de ces routes, ça deviendra des centres d'échanges commerciaux très importants entre la Chine et l'Europe, mais également, tout le long de ces routes, il va se créer des villes, il va se créer des zones d'échange, il va se développer des industries. Donc, ça va bouleverser complètement non seulement les équilibres en France et en Chine, ou en Europe et en Chine, mais également tout le long de ces routes. Donc oui, c'est un projet très, très important. Et ce que je trouve très intéressant, moi, personnellement, c'est que quand on regarde la politique de la Chine, qui est aujourd'hui de favoriser son marché intérieur, après avoir fait du développement pas en vendant sa production à l'extérieur, elle est en train de mener une politique de développement du marché intérieur. Mais quand ce marché intérieur va être réussi d'ici une dizaine d'années, quand il fonctionnera bien, à ce moment-là, les routes de la soie vont devenir un relais de croissance avec de nouveau des exportations vers l'Europe et en particulier vers l'Afrique. Et par exemple, en 2013, rien qu'en 2013, la Chine a obtenu
les droits d'exploitation de 17 ports et terminaux. Je vais vous citer quelques noms. Par exemple, les ports d'Anvers et de Zeebrugge en Belgique, et aussi le terminal du canal de Suez, terminal Euromax de Rotterdam, de Pays-Bas, le port de Djibouti en Afrique, et aussi le canal de Panama. Oui. Est-ce que tout ça, ça fait quand même peur? Ah ben, c'est-à-dire que 95% du commerce mondial est transporté par voie maritime. Il faut le savoir. On parle des avions, on parle des trains, on parle des routes, mais 95% du commerce est transporté par bateau. Donc, quand quelqu'un veut avoir un développement économique très important au niveau mondial, il va utiliser forcément les bateaux. Mais il n'y a pas que les bateaux, il faut aussi les ports. Dans les ports, avoir des possibilités pour utiliser les ports dans les meilleures conditions possibles. Donc oui, l'accord de 2013 passé par la Chine lui a ouvert quantité de ports, en particulier en Europe, et ça va lui permettre, dans le cadre du futur et des routes de la soie en particulier, de pouvoir développer son commerce sur les ports. Alors, en face, évidemment, on peut se poser la question, et nous devons nous poser la question, est-ce que, en définitive, la Chine ne va pas prendre trop d'importance sur le plan des échanges économiques dans les ports européens? Est-ce qu'on va pouvoir garder un équilibre? Et c'est toute la difficulté et les accords qui ont été passés récemment entre la chancelière, enfin entre Madame Merkel au nom de l'Europe et le président Xi Jinping, pour trouver un accord d'échange équilibré entre la Chine et l'Europe. Parce que, bien entendu, ce que vous dites pourrait permettre à la Chine de déséquilibrer les échanges à son profit. Et ça, c'est pas supportable. Il faut qu'il y ait un équilibre entre la Chine et l'Europe. Mm-hmm. Et en fait, en plus des investissements, la Chine a aussi utilisé des pièges de la dette qui est créé par le projet de la nouvelle route de la soie. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi le piège de la dette chinoise? La dette? Oui, la dette. Oui, la dette chinoise. Eh bien, le problème, si vous voulez, il y a deux choses. La dette, d'abord, la Chine, mais c'est pas tellement sur l'Europe. L'Europe, elle a des moyens financiers. La Chine pratique la politique de la dette. On viendra sur la dette chinoise, hein, mais la pratique à l'extérieur une politique de la dette en prêtant de l'argent. Par exemple, en Afrique, elle prête de l'argent aux pays africains qui en ont besoin pour se développer, avec évidemment une conséquence, c'est que la plupart de ces pays, ne pouvant pas rembourser leurs dettes dans le temps prévu, eh bien, la Chine applique les règles de ces contrats et en profite en définitive pour se développer, s'implanter dans les pays qui ne sont pas capables de lui rembourser ses dettes. Si on regarde ce qui s'est passé depuis quelques années, depuis 5-6 ans, on voit que la Chine essaie de faire utiliser sa monnaie, le yuan, exactement comme le dollar, pour faire des opérations au niveau international. Et aujourd'hui, avec justement la route de la soie, avec les accords qui sont passés avec un certain nombre de pays, elle commence à faire des échanges en yuan. Donc, et là, en faisant du yuan une monnaie internationale comme le dollar, eh bien, elle va pouvoir bénéficier, comme le dollar, du fait qu'une partie de son déficit sera financée par d'autres pays. Donc, c'est une politique qui est, pour le moment, qui permet à la Chine de se développer plus vite que ses moyens, avec de la dette. Mais d'un autre côté, vu la taille du pays, les possibilités d'échange, ce n'est pas dangereux pour le moment. Et enfin, plus la monnaie chinoise deviendra une monnaie mondiale comme le dollar, et moins la Chine n'aura de difficultés. Donc, si vous voulez, on n'est pas dans une situation inquiétante, même si, bien entendu,
il faut regarder, parce que tout pays qui fait de la dette, il faut faire attention. Les Américains dont je parlais, ils vont faire énormément de dettes dans le cadre du programme du président Biden. Bon, aujourd'hui, ça passe, mais si demain la monnaie américaine était moins la monnaie de référence qu'aujourd'hui, par exemple, parce qu'au niveau mondial, il y aurait une partie en yuan, une partie en dollars et une partie en euros, pour prendre un exemple, à ce moment-là, les Américains auraient des problèmes. Donc, c'est vrai que de tous les côtés, il faut surveiller. Il faut surveiller très attentivement. Voilà. Oui. Et par exemple, même à la Grèce. À la Grèce aussi, il y a deux ports qui sont, comment dire, pendant 30 ans, que la Grèce ne peut pas rembourser les dettes. Et du coup, ils donnent le droit d'utilisation de 30 ans. Absolument. Mais c'est ça, si vous voulez. C'est ce que je vous disais sur l'Afrique, mais la Grèce s'est trouvée comme ça. Hein, et il pourrait y avoir d'autres pays en Europe, dans les petits pays européens, pourraient se trouver dans la même situation. C'est-à-dire que s'ils ont un prêt et qu'ils ne peuvent pas le rembourser, bien évidemment, les Chinois disent il faut nous rembourser, donc vous ne pouvez pas payer, ben donnez-nous quelque chose. Et par exemple, on leur donne les ports. Alors le port du Pirée, par exemple, le principal port grec, aujourd'hui, est géré par la Chine. Mais est-ce que... Il y en aura d'autres, hein. Il y en aura d'autres. Ouais, mais par exemple, au début, on croyait que c'est un projet vraiment bien, pas seulement pour la Chine, mais aussi pour les pays passants. Oui. La route. Mais en réalité, il y a beaucoup de pays qui se trouvent maintenant pas vraiment dans leur attente. C'est-à-dire, ils ne sont pas satisfaits. En gros, le seul bénéficiaire, c'est la Chine, mais pas les pays... Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je vous disais que lorsque des pays quand les pays acceptent les propositions chinoises de financement, il faut faire très attention aux conditions de remboursement, si vous voulez, parce que la Chine ne fait aucun cadeau. Si vous voulez, la Chine, elle arrive en disant on va vous aider, personne ne veut vous aider, nous on va vous aider. Alors évidemment, c'est sympathique. C'est sympathique, mais en même temps, c'est très dangereux pour les pays concernés, parce que s'ils ne peuvent pas rembourser, il faut bien qu'ils regardent les conditions, ce qui va leur arriver. Hein. S'ils ne peuvent pas rembourser, eh bien, ils vont avoir à donner quelque chose. Le port du Pirée, au départ, bon, les gens disaient une collaboration entre la Chine et la Grèce. Très bien, mais à partir du moment où c'est purement chinois, parce que c'est 100% chinois, eh bien, à ce moment-là, évidemment, c'est plus du tout la même chose, parce qu'il y a priorité aux sociétés chinoises, hein, il y a priorité aux échanges avec la Chine, et donc ça réduit toutes les autres possibilités. Si tout le port appartient à quelqu'un, c'est pas du tout la même chose. Et c'est souvent des ports ou des lieux stratégiques, en fait, qui sont... Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Bien sûr que dans le cadre de la politique de la route de la soie, on le voit très bien, hein, la Chine a décidé, tout le long de la route de la soie, hein, la Chine met en place, s'intéresse à des ports qui sont stratégiques parce que ça leur permet d'un côté de développer des échanges avec la zone concernée ou le pays concerné, mais aussi parce que ça permet d'être un lieu de sécurisation de zone, c'est-à-dire c'est aussi un lieu qui permet d'assurer la sécurité de la zone. Hein, c'est la stratégie chinoise qu'on appelle des colliers de perles. La Chine est le premier créancier des pays d'Afrique. Oui. Il y a quand même pas mal des pays africains sont dans les pièges de la dette. Absolument, vous avez tout à fait raison. La Chine, une des politiques de la Chine est de prêter de l'argent à des pays qui en ont besoin. Or, les pays africains sont des pays pour la plupart très pauvres, qui veulent se développer. Et évidemment, les prêts qui sont faits par la Chine les intéressent beaucoup parce que les grandes banques internationales ne veulent pas leur faire de prêts ou pas suffisamment. Donc, les Chinois le font
et les gens, évidemment, sont contents. Le problème, c'est que, bien entendu, les Chinois prêtent, mais dans le contrat, il est dit que si on ne peut pas rembourser, il faudra payer d'une autre manière, parce que les Chinois ne veulent pas perdre d'argent. Mm-hmm. C'est-à-dire en Afrique, par exemple, en échange de la dette, et du coup, la Chine peut, on a le droit d'exploiter des ressources naturelles. Absolument, parce que parmi ce que demandent en contrepartie les Chinois, c'est par exemple, si on ne peut pas rembourser une dette, c'est de donner des mines, c'est de donner des sources d'énergie, hein, ou autre chose, hein, ou des possibilités de pêche dans la zone. Donc tout ce qui est possible et qui est intéressant pour le pays concerné. Mm-hmm. Donc c'est vrai que ça appauvrit les pays et ça profite à la Chine, mais parce que le pays n'est pas capable de rembourser les dettes faites avec la Chine. Il y a même certains Africains qui pensent que la Chine est en train de coloniser l'Afrique. Alors ça, c'est un problème, effectivement. Quand on exerce une pression très forte sur les pays africains, certains disent que c'est une forme de colonisation. Ça peut être sur le plan militaire, mais ça peut être aussi sur le plan économique. Si j'étrangle un pays sur le plan économique, hein, parce qu'il ne peut pas me payer, et j'en profite en lui imposant ma politique, c'est une forme effectivement de colonialisme. Ça, c'est dans tous les pays du monde, hein, c'est pareil. Hein. Voilà. Et aussi, il y a pas mal de pays d'Afrique avec l'argent de la Chine. Et bah, du coup, dans l'ONU, oui. Il y a pas mal de pays africains. En tout cas, quand il y a des décisions à prendre pour, par exemple, les problèmes de droits de l'homme en Chine, bah, tous ces membres des pays africains, ou même la Grèce ou Hongrie, qui ont eu de l'argent de la Chine, ils sont souvent, c'est-à-dire, souvent, ils suivent l'instruction de la Chine. Mais si vous voulez, bien sûr, si la Chine est un partenaire d'un pays africain, lui prête de l'argent, l'aide à se développer, une des contreparties, c'est que la Chine dit, puisque nous sommes amis et que je vous aide, vous devez voter avec moi à l'ONU. C'est logique, si vous voulez. Je ne dis pas que c'est bien, hein, mais c'est logique. Hein, il y a ce qu'on appelle, c'est le problème des alliés. Ça ne pose pas de problème quand ce sont des accords, enfin ça ne pose pas trop de problèmes quand c'est des accords économiques, ça en pose beaucoup plus quand c'est des problèmes comme les droits de l'homme. Mais, pour aller plus loin, quand vous regardez l'Afrique, la plupart des pays africains, en tout cas francophones, sont dirigés par des présidents qui sont des petits dictateurs. Lorsqu'il s'agit de réunions à l'ONU, eh bien, la Chine demande à ces pays qui sont leurs alliés parce qu'ils leur ont prêté de l'argent, hein, eh bien, ils leur demandent de voter dans le même sens qu'eux. Hein. Et ce que je disais, c'est que c'est d'autant plus facile, si vous voulez, que les pays africains, la plupart des pays africains sont des pays dans lesquels les présidents ne sont pas de grands démocrates. Hein. Ils se font prolonger, ils font la chasse à leurs opposants dans beaucoup de pays d'Afrique. Donc, ça ne les dérange pas de soutenir des politiques, une politique par exemple, ça ne les dérange pas de voter contre les mesures attaquant la Chine sur le problème des Ouïghours. Parce qu'ils font, dans certains pays d'Afrique, ils ne sont pas non plus très clairs. Hein. Voilà. Du coup, c'est ça quand même, c'est dangereux. C'est-à-dire, du coup, Nations Unies, ils perdent le sens d'être, la raison d'être. Ah, mais c'est clair que c'est tout le problème des alliances. Vous savez, quand le problème actuel, pour les pays africains par exemple,
le problème actuel, c'est que selon les alliances qu'ils vont avoir, ils vont ensuite appuyer les uns ou les autres. Mais pour les autres pays, c'est pareil. Quand l'Europe, par exemple, appuie des pays africains, bon, certains pays africains sont des démocraties comme les pays européens, donc il n'y a pas de problème. Mais dans d'autres pays d'Afrique, la France appuie, par exemple, des pays qui ne sont pas des démocraties. Hein. On l'a vu au Tchad récemment avec par exemple, le président Déby. Le président Déby, le président du Tchad, on ne peut pas dire que c'était un démocrate, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, il était allié avec la France. Là, il y a des intérêts, si vous voulez. Les intérêts d'État ne correspondent pas toujours à des intérêts, je dirais, moraux. La raison d'État, souvent, va plus loin que la moralité. Donc, c'est ça la vraie menace de la Chine. Alors, c'est effectivement un problème. C'est effectivement un problème parce que plus la Chine a d'alliés, et plus elle aura effectivement dans les organisations internationales des appuis pour aller dans son sens. Mais d'un autre côté, ce qui est fait là, si vous voulez, par les Chinois, c'est ce qui a toujours été fait par les grandes puissances qui ont toujours eu des alliés auxquels elles ont demandé d'aller dans le même sens qu'eux. C'est clair. Et le même problème qui peut aussi se produire à l'Union européenne. Parce que, en fait, c'est la même chose pour la sanction des droits de l'homme en Chine. Si la Grèce ou la Hongrie qui votent non pour la sanction, et du coup, l'Union européenne ne peut pas appliquer la sanction. Absolument, puisqu'il faut la règle de l'unanimité en Europe. Donc, si vous avez 1 ou 2 ou 3 pays sur les 28 qui ne sont pas d'accord, on ne peut pas appliquer les sanctions. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On l'a vu sur la Chine, effectivement, et sur d'autres zones du monde où il y a des problèmes, où il y a un désaccord entre les Européens, et de ce fait-là, il n'est pas possible d'avoir un vote uni. Ça, c'est une faille. En fait, la Chine profite de cette faille de l'Union européenne. Ah ben bien sûr. La Chine, elle profite de cette faille et puis elle l'organise aussi, si vous voulez. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les très grandes puissances, si vous voulez, les États-Unis et la Chine, eh bien, un groupe de pays comme l'Union européenne a beaucoup de difficultés à faire passer un message propre, un message qui les représente, parce que d'un côté comme de l'autre, ils ont des appuis à l'intérieur qui vont empêcher qu'il y ait l'unité. Donc, à part ça, ce problème, je ne sais pas la solution. Est-ce que vous avez des propositions, des solutions? Il n'y a pas beaucoup de solutions parce que le problème, c'est l'Europe marche selon des traités, si vous voulez, le traité de Maastricht, le traité de Lisbonne. On a défini un certain nombre de règles du jeu et on ne peut pas changer les règles du jeu. Ou alors, il faut tout renégocier. Mais effectivement, quand on voit les blocages que nous avons aujourd'hui en Europe, on peut se poser la question de savoir si il ne faudrait pas renégocier, il ne faudrait pas que quelques pays demandent une renégociation pour pouvoir retrouver une liberté que nous n'avons pas. Oui. Il y a aussi un autre élément technologie, j'aimerais parler de ce sujet de technologie. Parce qu'en Chine, un élément clé pour la nouvelle route de la soie, c'est le TGV chinois. Oui. Et en fait, ce TGV, comment la Chine peut produire ce TGV, c'est grâce au transfert de technologie de l'entreprise étrangère comme Alstom. Bien sûr, oui. Et en fait, le moment quand Chine, il a promis l'accès à son marché de l'entreprise étrangère. Oui. Mais le moment, en échange bien sûr de transfert de technologie, mais juste en quelques années, la Chine a assimilé parfaitement toutes les technologies. Oui. Et pas seulement les entreprises étrangères n'ont pas occupé le marché chinois. Oui. En plus, ils ont créé un concurrent. C'est exact. L'affaire du TGV,
c'est très intéressant parce que la Chine a fait un appel d'offres international pour faire un TGV entre Beijing et Canton, hein, en passant par Shanghai. Et il a fait appel aux 3 principaux fabricants de TGV à l'époque, c'était le japonais, l'allemand et le français. Donc il y a eu un appel d'offres qui a été fait. Les trois sociétés, les 3 groupes étrangers ont donné leurs propositions. Il y a eu un deuxième appel d'offres complémentaire. Là encore, les 3 sociétés ont donné leurs conclusions et leurs propositions. Et à la suite de ça, les Chinois ont informé qu'en définitive, ils n'avaient pas besoin des uns et des autres et qu'ils allaient le faire tout seuls. Alors, ce qu'on a vu à ce moment-là, c'est que avec les appels d'offres, les réponses des appels d'offres, plus les connaissances chinoises, techniques des Chinois, plus les informations qu'ils avaient recueillies partout, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de choses qui ont été faites. En définitive, les Chinois avaient réussi à comprendre et à capter l'essentiel pour faire un TGV. Et ils ont fait leur TGV. Alors, il n'y a rien à dire sur le plan des lois, si vous voulez, ça a été fait en respect. L'appel d'offres, il a respecté les lois et vous pouvez, après un appel d'offres, dire que vous ne voulez pas continuer. Ça, vous avez le droit. Donc, il n'y a rien à dire. Mais quand on regarde derrière, il est évident que pendant cette période d'appel d'offres, les Chinois, les ingénieurs chinois ont profité des appels d'offres pour récupérer un maximum d'informations qui leur a permis de faire leur TGV. Donc là, il y a un problème, si vous voulez. Alors pourquoi? Parce que d'un côté, les entreprises, les Japonais, les Allemands et les Français, ont fait la faute de donner trop d'informations, c'est clair. Ils n'auraient pas dû donner tant d'informations que ça aux Chinois, hein, parce qu'en donnant les informations, ils permettaient aux Chinois de préparer leur propre TGV. Donc ça, c'était un premier problème. Mais le deuxième problème, c'était que, effectivement, ce que n'ont pas vu les sociétés étrangères, c'est qu'à côté des appels d'offres, les Chinois essayaient de récupérer le maximum d'informations sur les trains, hein, un peu partout. Et donc, à la fin, ils ont croisé tout ce qui avait été arrivé par les propositions dans des appels d'offres, plus ce qu'ils avaient récupéré à l'extérieur, et ils ont pu le faire tout seuls. Et, en fait, la Chine a utilisé cette technique, on peut dire la stratégie. Absolument, ils ont fait une stratégie. Les sociétés étrangères ont eu tort de ne pas se méfier de ça, hein, c'est sûr, hein, mais à l'époque, elles ne pensaient pas que les Chinois seraient capables de faire ça et d'arriver à faire un TGV. Donc, si vous voulez, les étrangers ont péché parce qu'ils se croyaient trop forts. Vous voyez? Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'affaire Alstom, elle a fait réfléchir beaucoup de monde et que maintenant, les gens sont beaucoup plus prudents. Bien sûr, les entreprises européennes, par exemple, sont beaucoup plus prudentes parce qu'elles ont compris. Elles ont compris. En fait, la Chine aujourd'hui, le développement de la Chine aujourd'hui, c'est aussi avec l'aide des pays occidentaux. C'est-à-dire, il n'y aura jamais pu accumuler autant de richesses et de technologies. Absolument. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. La Chine a su très bien tirer parti des Occidentaux. Elle avait parfaitement compris comment fonctionnaient les Occidentaux, si vous voulez. Et elle a su envoyer des ingénieurs, elle a su récupérer des sociétés, elle a su échanger avec les uns, avec les autres. Elle a su faire ce qu'il fallait pour récupérer un maximum de choses. Et c'est vrai que les Occidentaux n'ont pas pris au sérieux la Chine. Ils ne pensaient pas qu'elle était aussi efficace, si vous voulez. Et le réveil de ces dernières années a été très brutal. Parce que ces dernières années, les Européens, par exemple, se sont rendus compte que les Chinois étaient très efficaces, qu'ils faisaient beaucoup de recherches
Et donc, tout ce qu'on leur donnait comme information, eux l'utilisaient. Ce n'était pas uniquement de l'information, eux l'utilisaient pour leur propre recherche. C'est vrai que ça, on a compris que c'était... il fallait, avec les Chinois, il ne faut pas faire... Enfin, il faut changer de politique, si je peux dire. En fait, il y a un dicton chinois qui dit « Si tu élèves un bébé tigre, il grandira, il te dévorera. » Oui, exactement. Mais c'est ça. Nous avons effectivement aidé la Chine, les étudiants, les ingénieurs. On a participé à des sociétés communes, on a échangé beaucoup de choses. C'est vrai que les Occidentaux, on avait tendance à ne pas considérer la Chine comme un danger, un compétiteur. On pensait que c'était un acteur, mais pas un compétiteur. Et donc, on n'avait pas de soucis. Et progressivement, la Chine s'est révélée un compétiteur redoutable parce qu'elle a su tirer parti de tout. Toutes les failles, si vous voulez, elle a su tirer parti de nos capacités de recherche et développement, de nos organisations, de nos usines, mais également, elle a su tirer parti des formations des étudiants qu'elle envoyait dans nos pays et qui ont eux aussi récupéré beaucoup d'informations. Donc, si vous voulez, il y a eu, en définitive, la Chine a fait tout un plan. Maintenant, le bébé tigre est devenu très gros puisque dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup de domaines d'activité, la Chine investit plus en recherche que tous les pays occidentaux, les Américains y compris. Donc évidemment, quand vous investissez plus en recherche, eh bien vous gagnez du temps, vous êtes meilleur tous les jours et à un moment, vous êtes le numéro 1. Ouais, donc avec les vols, avec les copies, du coup, bien sûr, il gagne le temps. Exactement. Est-ce que vous avez... Mais le vol ou la copie, c'est une étape, mais ce n'est pas suffisant. Pour être efficace, si vous voulez, il faut... Donc, bien sûr, la copie, le vol, c'est utile, mais il faut aussi à côté de la recherche. Il faut des capacités, il faut des ingénieurs. Et le point fort, c'est qu'il y a à côté de toutes les techniques qui sont utilisées pour récupérer des informations, hein, eh bien, il y a aussi les ingénieurs, il y a la recherche, et tout ça, ça fait un ensemble. Et tout à l'heure, vous avez dit, par exemple, la Chine est très riche. Elle a beaucoup d'argent, c'est pour ça qu'elle peut investir partout. En fait, elle est riche parce qu'elle est la première bénéficiaire de la mondialisation, parce que tout le monde investit en Chine. Sinon, elle n'a jamais de l'argent. Et du coup, elle a utilisé l'argent de tout le monde pour contrôler tout le monde, pour affaiblir tout le monde. Ah ben, elle a au départ, elle a bénéficié de l'argent de tout le monde parce qu'à un moment, quand Deng Xiaoping a dit qu'il fallait que la Chine devienne l'usine du monde, ici en Chine, en disant c'est pas cher, on peut produire en Chine. Ce que les gens n'ont pas vu, c'est qu'ils ont investi en Chine et qu'avec cet argent investi en Chine, les Chinois ont développé leur économie, ils ont aussi appris les technologies occidentales et que progressivement après, ils sont devenus des concurrents. C'est ça la réalité. Est-ce que le but final de la Chine, c'est imposer de son idéologie communiste dans le monde? Ça, je ne peux pas dire, je ne sais pas. Si on voit les déclarations du président Xi Jinping, a priori, il dit la Chine, c'est une chose, le reste du monde, c'en est une autre. Donc, ça veut dire que chacun peut garder son système. Mais c'est vrai que lorsqu'on voit, par exemple, ce qui s'est passé sur Hong Kong, hein, on voit que, est-ce qu'au bout au départ, il y a effectivement une liberté, une certaine liberté, mais au bout d'un certain temps, les Chinois ne veulent plus qu'il y ait cette liberté. Donc, est-ce que ailleurs, ça sera le même processus que sur Hong Kong, ou est-ce que Hong Kong, c'est un cas particulier parce qu'Hong Kong fait partie de la Chine, alors que, par exemple, les pays européens ne font pas et ne feront jamais partie de la Chine. Est-ce que ça va aboutir à faire appliquer la méthode chinoise avec le Parti communiste chinois? Personnellement, je ne crois pas. Je ne pense pas qu'ils y arriveront. Vous voyez, je suis même convaincu qu'ils n'y arriveront pas.
même s'ils essayent, hein, je crois qu'ils n'y arriveront pas. Et vous êtes membre de la franc-maçonnerie. Et oui, c'est vrai, oui. Oui. Et selon vous, c'est quoi la franc-maçonnerie? Ah ben, la franc-maçonnerie, alors, c'est quelque chose qui a été fait dans les pays occidentaux, hein, en Angleterre, en France au départ. Hein, c'est parti de l'Angleterre et de la France. Et puis, c'est allé dans tous les pays occidentaux. Ça a été aux États-Unis, ça a été dans toute l'Europe. La franc-maçonnerie, c'est des hommes et des femmes qui réfléchissent au bonheur de l'humanité. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent à ce qu'il faut faire pour que les hommes et les femmes soient plus heureux dans le monde. Alors, ça veut dire que, eh bien, il y a un certain nombre de valeurs qu'il faut partager, humanistes, hein, les droits de l'homme, la tolérance, la fraternité, la liberté. Il y a un certain nombre de valeurs que les francs-maçons défendent. Et c'est comme ça qu'on les reconnaît. On les reconnaît parce qu'ils défendent un certain nombre de valeurs. Si vous êtes pour la liberté, pour l'égalité, pour la tolérance, pour la fraternité, ben vous pouvez parfaitement demander d'être franc-maçon. Mm-hmm. Et il n'y a pas de raison qu'on s'oppose à vous. Par contre, si vous voulez tuer tout le monde, c'est sûr qu'il ne faut pas venir chez les francs-maçons. Mm-hmm. J'entends souvent que ce sont les francs-maçons qui dirigent le monde. Ça, c'est pas vrai. C'est une vieille histoire. Ça, c'est une vieille histoire. C'est pas vrai. Ça, on raconte ça, mais c'est pas vrai du tout. En réalité, il y a eu une époque, effectivement, dans les années 1900, on peut dire, dans les années de 1850 à 1950, les francs-maçons étaient très importants dans le monde parce qu'il y en avait partout. Et partout, ils développaient justement ces idées, hein, d'échange, de fraternité, d'égalité. Mais depuis, le nombre des francs-maçons diminue dans le monde. Il diminue parce qu'il y en a de moins en moins qui ont ces idées-là. Il y a des gens que ça n'intéresse pas. Il y a de plus en plus de gens qui pensent qu'à leur satisfaction matérielle, hein, c'est-à-dire à leur réussite sociale, à leur réussite financière, et que le reste ne l'intéresse pas. C'est-à-dire, par exemple, en France, il y a combien de francs-maçons? Je ne peux pas vous dire parce qu'on n'a pas tous les chiffres, mais il doit y en avoir aujourd'hui, il y en avoir, allez, entre 150 000 peut-être. Ah, c'est beaucoup quand même. Oui, par rapport à, vous savez, par rapport à la France, où il y a 65 millions d'habitants, 70 millions d'habitants, c'est pas beaucoup. Enfin, tout le monde peut être franc-maçon. Vous pouvez être ouvrier et franc-maçon. Hein. Il y en a. Il y a des ouvriers, il y a de tous les niveaux. Il y a des étudiants, il y a des retraités, il y a tous les niveaux. Et c'est vrai que pour vous poser des questions, il faut déjà avoir un certain niveau intellectuel. Pour vous dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie, est-ce que je peux aider les autres, comment on doit vivre, comment le monde sera meilleur demain, c'est des questions intellectuelles. Donc c'est vrai que ça fait les gens qui se posent ces questions-là, c'est pas tout le monde. C'est plutôt des gens qui ont fait des études. Ça oui. D'accord. Et pour pas forcément. Hommes et femmes, hein. Hommes et femmes. Ok, d'accord. Donc parce qu'il y a même certains qui disent ça existe l'état profond, et en fait l'état profond, il y a beaucoup des francs-maçons sont l'état profond. Non, si c'était ça, je vais vous dire, si c'était ça, ça marcherait beaucoup mieux. La France marcherait beaucoup mieux si c'était les francs-maçons. Parce qu'il y a des choses qui ne se passeraient pas. Des choses qui se passent aujourd'hui qui ne se passeraient jamais. Justement, parce que les francs-maçons, ils défendent l'égalité, ils défendent la liberté, ils défendent la tolérance. D'ailleurs, on en est loin en France, dans certains domaines. Hein.
ils défendent la laïcité, hein, c'est-à-dire le fait que chacun peut penser ce qu'il veut au niveau religieux en lui-même, mais pas dans la société, hein, ce qui est important. Hein. Donc tout ça, c'est des choses, si les francs-maçons étaient au pouvoir, mais il est évident qu'on n'en serait pas là où on est aujourd'hui, en France. Est-ce que c'est vrai, tous les présidents ou les ministres, la plupart des ministres sont des francs-maçons? Non, alors il y en a eu à une époque, oui, à une époque, c'est ce que je vous disais. Dans les années 1850, 1900, 1930, il y avait beaucoup de francs-maçons parmi les ministres. En réalité, depuis les années 70, ça baisse chaque fois. Il n'y en a presque plus. D'accord. Il y en a presque plus. Okay. Et comme aujourd'hui notre sujet c'est la menace de la Chine, j'aimerais savoir à la fin, avant de conclure notre interview, quel est votre message justement pour certaines personnes qui ont cette inquiétude sur la menace de la Chine? Je crois que, si vous voulez, le problème que nous avons dans nos pays, hein, et en France en particulier, c'est que la plupart des gens sont mal informés. C'est-à-dire que, si vous voulez, les médias, les groupes de pression font qu'on est mal informé parce qu'on est, dans certains domaines, on nous entraîne dans des voies qui sont fausses, on nous fait croire des choses qui sont inexactes. Dans d'autres domaines, on ne sait pas ce qui se passe vraiment. De Gaulle, lui, disait, attention, la Chine, ça sera la superpuissance de demain. Lui le disait. Il avait compris. Mais même quand lui le disait, il avait compris, la plupart des Français ne l'avaient pas compris. D'un autre côté, ça ne veut pas dire que tout ce qui se passe en Chine nous plaît. C'est pas vrai. Donc, il faut trouver un terrain commun et travailler en commun. Et il faut, pour ça, apprendre. Et quand on disait tout à l'heure, par exemple, on voit bien que la Chine, pour progresser dans le domaine des technologies, utilise tous les moyens. Eh bien, comme on le sait maintenant, il faut faire attention. Si on se fait prendre des éléments qu'on n'aurait pas dû donner, c'est nous qui sommes coupables parce qu'on aurait dû apprendre à les protéger. Voilà. Et selon vous, la meilleure stratégie pour lutter sur la séduction de la Chine par l'intérêt, par l'argent, c'est quoi la meilleure méthode de résistance? C'est les valeurs, c'est de défendre. L'argent, c'est bien, mais il faut, à côté de l'argent, l'argent, c'est bien, ça assure un niveau de vie, ça permet un développement, d'accord. Mais la finalité de la vie, ce n'est pas l'argent. Hein? La finalité de la vie, c'est autre chose. Et c'est ça qu'il faut bien expliquer à tout le monde. Hein? On ne peut pas. L'argent, c'est bien, ça aide, on peut faire plein de choses, mais il ne faut pas être victime de l'argent. Il ne faut pas dépendre de l'argent. On en a besoin, mais on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'argent. Donc c'est ça. Ça, c'est une mentalité, un état d'esprit qu'il faut apprendre, mais c'est très difficile à faire passer parce que le capitalisme, si vous voulez, est un système dans lequel on pousse les gens à ne juger les choses qu'à travers l'argent, hein, et à ne vivre qu'à travers les moyens financiers. Donc, il faut dépasser ce stade-là dans des pays comme les nôtres pour montrer justement qu'il y a autre chose et que donc l'argent, certes, est nécessaire, mais que ce n'est pas l'argent qui est la finalité de tout. Merci beaucoup, Alain Gillier. Merci à vous, Ing. Merci de m'avoir invité à cette émission.